Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 décembre. 40 morts en France, plus de 80 en Europe. La tempête laisse des traces terribles. Nous le verrons dans nos différents reportages. D'abord en Normandie, à Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados. Des villages sont inondés, les maisons sont en grande partie détruites. Nous serons également dans les Vosges, où des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Nous ferons le point avec Frédéric Dupuis. Lentement, les voies de communication sont rétablies. C'est le cas pour les trains et les avions, qui accusent encore cependant de gros retards. Détails dans quelques instants. À noter que l'autoroute A13 a été rouverte. Attention en Bretagne et en Vendée, la tempête fait de nouveaux rages ce soir, notamment également en Gironde. Et puis Paris, balayé par les vents, les forêts avoisinantes comme beaucoup d'autres en France sont ravagées. C'est aussi une catastrophe écologique. Deuxième titre de l'actualité, la marée noire. Autre désastre écologique, nous sommes sur les côtes de la Loire-Atlantique, en Vendée, parmi les victimes et ceux qui luttent contre la pollution. Mais une nouvelle nappe de fioul de 10 km vient de s'échapper du pétrolier Erika. Des milliers d'oiseaux sont atteints. Réaction du président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg. Enfin, une sorte de retour à la normale en Côte d'Ivoire. Après le coup d'état du général Gaye, l'état d'urgence a été levé aujourd'hui à Abidjan. Mais dès maintenant, nous pouvons peut-être rejoindre Jean-Pierre Crouzillard, qui est au PC du plan Polmar à La Rochelle pour la sécurité sous ville. Il semble que la tempête soit en train de reprendre, notamment sur les côtes de la Charente-Maritime. En Gironde, toute circulation des trains est interdite. Monsieur Crouzillard, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur cette tempête qui redouble? Monsieur Crouzillard. Réunir quelques affaires, seulement l'essentiel pour Marie-France et sa famille. Car pour les Lemire, il y a urgence. Ils habitent au 3e étage d'une barre HLM qui a subi de plein fouet la tempête. Les plafonds de l'appartement ont été perforés à plusieurs endroits et la pluie commence déjà son travail d'infiltration. On a peur que les plafonds du dernier étage s'écroulent avec la charge de l'eau. Donc on préfère prévenir et évacuer les gens. On a prévu en urgence un rapatriement à la salle des fêtes. Et puis on va essayer de les accueillir au mieux et de les reloger le plus rapidement possible. Ça concerne combien de personnes? Ça concerne peut-être une cinquantaine de familles, mais aujourd'hui franchement, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien de façon précise. La violente tornade de dimanche n'a pas épargné Saint-Pierre-sur-Dives. Cette ville est l'une des plus touchées du Calvados. Ici, les vents ont atteint près de 150 km/h. Les tôles, les planches et les blocs de cheminée n'ont pas résisté à la tornade. Les dégâts matériels sont très impressionnants. J'ai jamais vu ça, moi. Ça peut. J'en prends encore un peu. Ouais, non, puis en plus, quand j'ai vu ma voiture, en plus. Quelle voiture? Ma 21, là en bas, la cheminée est tombée dessus. Là. Ce soir, presque tous les locataires de l'immeuble ont été évacués. C'est maintenant au tour des pompiers et des gendarmes de surveiller les lieux. La pluie qui ne cesse de tomber ne devrait pas arranger les choses, surtout pour les locataires qui ont tout laissé derrière eux. Voilà, pardon, nous n'avons pas pu joindre M. Crouzillard, pas encore, mais la tempête redouble en ce moment même sur le littoral atlantique, donc en Gironde et en Charente-Maritime et en Vendée. Auparavant, nous avons pu voir ce qui s'était passé aujourd'hui à Saint-Pierre-sur-Dives, c'est dans le département voisin de la Seine-Maritime, c'est dans le Calvados, une localité de 4000 habitants, où les rafales de vent ont été donc particulièrement destructrices. Le reportage était de Nabila Tabouri et Gérard Gallian. Et non loin de Saint-Pierre-sur-Dives, dans le département voisin de la Seine-Maritime, le vent, mais aussi les pluies qui ont accompagné la tempête, ont largement inondé villes et villages. Et bien sûr, les rivières sont en crue. Plusieurs communes du pays de Caux ne disposent plus d'eau potable. Sophie Mézel et Christian Leroux étaient aujourd'hui en Seine-Maritime. De ce côté-ci de la route, la mer a l'air presque paisible. Rien ne trahit la détresse de la région si ce n'est cette buse qui déverse depuis 24 heures son torrent de boue. À 2 mètres de là, ces cabanons de vacances se vantaient naguère d'avoir les pieds dans l'eau. Ils ont aujourd'hui peu fière allure. Ce qui joue contre nous, ce sont les grosses marées. Alors du fait qu'on a des grosses marées, la buse n'a pas un débit, comment dirais-je, comme d'habitude. Donc là, forcément, l'eau qui est accumulée ici, derrière nous, a du mal à partir, puisque justement, le phénomène des grosses marées retient justement ce débit. On venait d'épandre le fumier dans ce potager de la région de Dieppe. Peine perdue. Les propriétaires sont en vacances, alors en leur absence, la solidarité s'organise. Comme ils n'étaient pas là, toute la famille est venue pour... Puis cette nuit, tous les voisins sont venus pour nous...
À quelques dizaines de kilomètres de là sur la côte, Saint-Valery-en-Caux reste l'une des communes les plus touchées. Le long de l'avenue Carnot, toutes les familles ont dû être relogées. Elles découvraient ce matin l'ampleur des dégâts, souvenirs détrempés que l'on n'a pas encore le cœur de jeter. Vous avez prévu de rentrer chez vous quand? Pour l'instant, c'est pas possible. Il n'y a plus d'électricité, il va falloir voir pour un appartement, on n'a plus rien. On ne peut pas rester comme ça. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de chauffage, il n'y a rien qui fonctionne, les meubles, on ne peut plus s'asseoir. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Les habitants d'ici le savaient, un jour ou l'autre, le village serait inondé. Mais en ce lendemain de Noël, préparé ou pas, on a du mal à se faire une raison. Donc voilà les premiers constats faits aujourd'hui, après la tempête d'hier. Mais en ce moment même, je vous le disais dès l'ouverture de cette édition, une nouvelle tempête fait rage au large du littoral et sur la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Jean-Frédéric Rousillard, vous êtes à La Rochelle, à la sécurité civile. Quel est l'état des lieux en ce moment ? Eh bien écoutez, oui, nous sommes au PC de coordination Polmar et en même temps nous bénéficions, si je puis dire, d'une tempête qui ravage un petit peu tout le département. Il y a déjà quelques victimes malheureusement et le conseil qu'on peut donner c'est surtout de rester à l'intérieur des maisons. Mais c'est une tempête aussi forte, aussi impressionnante que celle qui s'est produite hier ? Bien, écoutez, nous sommes cloîtrés dans la préfecture de Charente-Maritime. Elle semble impressionnante, mais tant qu'on n'aura pas vu les dégâts demain matin, on ne pourra pas le dire. Actuellement, les vents soufflent à 150 km/h sur le littoral. Donc des risques importants, qu'il faut que les habitants restent chez eux, surtout n'essayent pas de réparer leur toiture ou quoi que ce soit. Absolument. Je crois que le bilan sera assez sérieux. On a déjà eu un mort sur la route et nous craignons en avoir d'autres. Alors la circulation des trains, je le disais tout à l'heure, est interrompue à partir de Bordeaux, ainsi que sur l'ensemble de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes. Là aussi, des conseils de prudence à ceux qui sont encore sur les routes. Oui, absolument. Les gens qui sont sur les routes doivent absolument trouver un abri, trouver un refuge. Et actuellement, nous avons aussi un gros problème de communication téléphonique avec les portables. Les réseaux sont sans cesse occupés. Et je pense que pour les secours, il faudrait demander à tous les utilisateurs de portables d'éviter de saturer le réseau. La tempête a commencé vers quelle heure et vous pensez qu'elle va durer d'après les prévisions Météo France? Les premiers vents ont commencé à souffler fortement vers 18 h et selon Météo France, ça pourrait durer jusqu'à minuit. Mais en tout état de cause, il faudra observer toutes ces règles de prudence jusqu'à demain matin. Actuellement, vous êtes donc, vous dites, à la pavéture, vous avez de l'électricité? Non, nous sommes complètement dans le noir et tous les dispositifs qui permettent de gérer efficacement une crise sont sur un groupe électrogène de secours, mais l'ensemble des personnels est dans le noir. Je vous remercie Jean-Frédéric Rousillard de ces précisions. Donc je rappelle une nouvelle tempête en ce moment même sur la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde. Donc conseil d'extrême prudence, restez chez vous. Surtout ne tentez pas de sortir et si vous êtes en voiture, trouvez vite un refuge. Voilà pour ces dernières informations concernant le redoublement de la tempête. Alors revenons sur les conséquences des premières vagues de tempête depuis hier, plus à l'est, après ce que nous avons vu dans un premier temps en Normandie, plus à l'est, les intempéries ont frappé l'est de la France, le plan Orsec a été déclenché dans les Vosges, où 370 000 personnes ont été pratiquement isolées dès le milieu de l'après-midi. Reportage Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. L'entreprise est énorme. 9 km de troncs enlacés à dégager au bulldozer sur l'une des dizaines de petites routes du département encore bloquées par la chute des arbres. Des dizaines de lignes électriques ont ainsi été coupées. Il faudra du temps, beaucoup de temps, pour rétablir les connexions. On n'a pas un diagnostic suffisamment précis pour vous donner un délai précis. Je pense qu'on est lundi aujourd'hui, à partir de mercredi, on va commencer à y voir un peu plus clair. Pour les clients isolés, basse tension sur les écarts, je pense que c'est raisonnable de tabler en fin de semaine. 80 000 foyers encore à dépanner dans le massif ou dans les villes. Toute la journée, les agents EDF ont multiplié les chantiers. Après 36 heures d'obscurité pour les entreprises et les particuliers, dans ce quartier de la ville de Charmes, le retour du courant est prévu dans la soirée. En attendant, on se débrouille toujours avec les moyens du bord. J'ai pas d'eau chaude, j'ai pas d'aspirateur, j'ai pas d'électricité, j'ai rien. Je fais comme... J'attends. J'attends que tout se remette en état pour pouvoir refaire tout, quoi. Ce soir, normalement, c'est prévu? C'est prévu dans 1 heure, mais... À Épinal, la cellule de crise EDF reste activée car dans les Vosges, un foyer sur 2 est encore privé d'électricité, essentiellement dans les zones de montagne. Ce sont des zones escarpées, des zones boisées
Et les visites de ligne ne peuvent pas se faire pendant la nuit puisqu'il s'agit d'identifier les endroits où notamment des arbres sont tombés sur les lignes. Les visites vont reprendre dès le lever du jour. Au restaurant du col du Haut-Bois à 500 mètres d'altitude, on prépare une nouvelle soirée aux chandelles sans eau ni électricité, du provisoire certes, mais qui pourrait bien durer. Voilà, Frédéric Dupuis, vous êtes à Épinal. Alors dans cette région, il semble qu'on va vers une sorte de retour à la normale. Ça va un petit peu mieux ce soir, non ? Oui, vous voyez que derrière moi, le courant a été rétabli à Épinal, mais c'est encore loin d'être le cas pour tout le monde. Il suffit de faire quelques kilomètres en dehors de la ville pour être plongé dans l'obscurité totale. Ce soir, la moitié de la population vosgienne est toujours privée d'électricité. Et dans les 5 départements où est maintenu le plan Orsec, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, plus de 450 000 personnes n'ont toujours pas de courant. La tempête a fait des dégâts considérables selon EDF qui ne sait toujours pas ici quand tout va être réparé. Pour l'heure, la situation évolue très lentement et c'est de nouveau le téléphone qui pourrait poser problème puisque les batteries électriques de secours sur lesquelles sont installées les lignes sont bientôt à plat. Seul point positif ce soir, les transports, la circulation sur les grands axes routiers fonctionne normalement, plus de problèmes sur l'autoroute A4, le réseau ferré redémarre. En revanche, sur les axes Paris-Strasbourg, Paris-Belfort et Paris-Bâle, les trains sont annulés. Des problèmes aussi sur la liaison Metz-Dijon. Pour terminer, un appel à la prudence, surtout, n'essayez pas de vous débarrasser de vos troncs d'arbres, de les tronçonner, faites plutôt appel aux pompiers car ils peuvent cacher des câbles électriques. L'arbre est très conducteur et ils peuvent être donc très dangereux. Merci Frédéric. Alors que ce soit en Normandie ou dans l'est de la France, comme nous venons de l'évoquer, ce sont les lignes électriques qui ont été très souvent arrachées ou abattues. Plus de 120 pylônes sont endommagés. 2 millions de personnes auraient souffert des coupures d'électricité. Les agents EDF font ce qu'ils peuvent, mais évidemment la demande est très grande et très impatiente. Commentaire d'Elsa Margou sur le dispositif de secours et plusieurs conséquences de la tempête sur l'ensemble du territoire français. Les géants de fer ont été terrassés par le vent. 120 pylônes, plus de 5000 poteaux électriques n'ont pu résister à la tempête. Débordé, EDF a dû réquisitionner plusieurs milliers d'agents pour réparer ces lignes et mettre en place une cellule de crise. Comme toutes les équipes techniques sont mobilisées, il est extrêmement difficile de répartir à très court terme des moyens entre les centres qui sont moins touchés vers les centres qui sont très touchés. Ce soir, 900 000 personnes sont toujours privées d'électricité. L'Est est la région la plus touchée, suivie du Nord et de l'Île-de-France. Enfin, dans le Sud-Ouest, frappé ce soir par la seconde vague de la tempête, 50 000 personnes sont déjà dans le noir. La situation est dramatique pour certains agriculteurs, comme ici dans la Marne. Sans électricité, pas de refroidissement, le lait est perdu. Il faudra qu'ils nous rétablissent le courant assez vite, ou qu'on trouve des groupes électrogènes. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça encore ? Vous savez, une journée, ça sera encore dur à tenir. Pour les autres, il faut s'habituer, bon gré mal gré, à vivre dans l'obscurité. Il va se poser un tas de problèmes, tout fonctionne comme ça, on n'a plus rien. Plus de chauffage, plus d'éclairage, l'eau va manquer bientôt. Il faudra plusieurs jours avant que le courant ne soit rétabli. Partout en France, les pompiers s'affairent pour réparer toitures et cheminées, mais pour certains bâtiments, il est déjà trop tard. Le moulin de Valmy, symbole de la victoire révolutionnaire, ne se relèvera pas de cette tempête-là. Outre ces difficultés liées aux coupures de courant, donc, ce sont les voies de communication impraticables, parfois encombrées, qui ont été source d'embouteillage et de déboires pour les usagers depuis 48 heures. Cependant, concernant les routes, les trains, les avions, cette journée était plutôt marquée par un lent retour à la normale, avec quelques exceptions sur le réseau SNCF. Précision avec Émilie Lançon et Yann Moine. Ça n'en a pas l'air, mais eux ont eu de la chance, ils ont eu un train pour quitter Lyon. La chance, on était assis, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On était bondés dans le TGV, donc c'est un peu difficile. Puis là, vous voyez l'arrivée, on n'est pas tout seul malheureusement. Et on n'a vu aucun agent de la SNCF, personne pour nous aider, pour nous guider, quoi. Merci. Alors, sans agent, certains sont un peu perdus. Mano, attends. Entre les partants et les arrivants, à certains moments, gare de Lyon, on ne pouvait plus faire un pas et certains attendent encore. Nous, on est là depuis 10h30 du matin. Le train devait partir à 14h40. On a donné rendez-vous aux parents. C'est un centre de vacances qui part près de Chambéry à 13h30. Donc.
Pour l'instant, le trafic reste encore très perturbé en Normandie et dans l'Est. Faute de courant électrique, le retour à la normale n'est pas prévu avant vendredi. Mais dans le sud-ouest, touché à son tour par la tempête, le trafic vient d'être stoppé. L'autoroute A13, elle, a été rouverte à la circulation dans le sens Paris-Province. En revanche, l'autoroute reste fermée en direction de Paris, entre Rocancourt et Orgeval. Il a fallu dégager les quelques 200 arbres qui jonchent le passage au cœur de la forêt de Marly, et ce n'est toujours pas terminé. Grosse difficulté également sur certaines routes nationales, notamment autour de Saint-Dié, dans les Vosges. À Vire, dans le Calvados, la neige vient encore aggraver les conditions de circulation. Enfin, l'A6 est bloquée près de Paris par une quarantaine de chauffeurs routiers en colère contre le prix du gazole. Air France, de son côté, a suspendu tous ses vols à destination de Biarritz, Bordeaux et Toulouse en raison de la tempête. Le trafic est également très perturbé au départ d'Orly en direction de Marseille et Nice, le hall numéro 2 ayant été endommagé par le vent. Alors concernant plus précisément l'autoroute A13, la circulation a été rétablie dans le sens Paris-Province en fin d'après-midi, mais en direction de la capitale, l'autoroute est toujours barrée par beaucoup d'arbres abattus. Le Premier ministre est venu sur place saluer l'efficacité et le dévouement des secours. Reportage Laurent Hakim et Jacques Caprielian. Depuis 36 heures, Lionel Jospin, en vacances en Égypte, n'avait pu s'exprimer que par communiqué. Rentré précipitamment en France ce matin, le Premier ministre a tenu à constater par lui-même les dégâts occasionnés par la tempête. En commençant par l'Essonne, où le parc de Dourdan a été sévèrement touché, Lionel Jospin tente de rassurer les élus sur l'indemnisation des sinistrés. Du moment que les gens touchés font leur déclaration dans les 5 jours à leur compagnie d'assurance, c'est pris en compte. Une visite marathon qui sert aussi à mesurer le préjudice causé au patrimoine national. Dans le parc du château de Versailles, 10 000 arbres sont à terre, des dégâts inestimables. C'est vraiment une perte irrémédiable. Il faudra pratiquement 2 siècles pour que le parc retrouve son aspect d'origine. C'est une catastrophe. Sur l'autoroute de l'Ouest, le trafic ne reprendra pas avant 2 jours. Les blindés des gendarmes sont en action. Comme sur de nombreux sites, l'état de catastrophe naturelle est envisagé. Nous sommes en train de faire l'évaluation et naturellement on fera face. On ne va pas laisser le château de Versailles dans l'impossibilité de protéger ses collections ou la Sainte-Chapelle fragile. La Sainte-Chapelle, comme d'autres monuments parisiens, sont très atteints. Au PC des pompiers, un envoyé de Jean Tibéry est venu interpeller le Premier ministre. Il y a une grande urgence maintenant à reconnaître Paris en situation de catastrophe naturelle compte tenu de la tempête qui a eu lieu ces jours-ci. Une présence sur le terrain qui évitera au Premier ministre une nouvelle polémique comme celle qui a touché son ministre de l'Environnement au lendemain de la marée noire en Vendée. Lionel Jospin se rendra d'ailleurs dans les toutes prochaines heures sur la côte atlantique souillée par le pétrole. Oui, nous évoquerons cette autre catastrophe, la marée noire, dans quelques instants. Mais après avoir observé les effets de la tempête en région, nous allons maintenant parler de Paris, la capitale qui a été balayée de façon inédite, inouïe. Les dégâts sont évalués à quelques 500 millions de francs uniquement pour les toits. À noter que plus de la moitié des 550 écoles maternelles, élémentaires et collèges gérées par la mairie de Paris ont été touchés par les vents. Quant aux monuments historiques comme le Panthéon ou Notre-Dame, ils n'ont pas été épargnés. Commentaire Alexandre Cara avec Éric Delagneau. 36 heures après la tempête, pour Paris aussi, l'évaluation des dégâts a commencé. Cet après-midi, Catherine Trottmann a visité les monuments les plus touchés. Triste bilan pour Notre-Dame de Paris qui, à peine sortie d'une période de restauration, va devoir faire de nouveau appel aux maçons. Des blocs de pierre ont éventré les terrasses hautes et 6 pinacles, des petits clochetons, se sont écrasés sur la nef et la sacristie. Également touchée, la Sainte-Chapelle, dont les vitraux ont échappé au pire. Ce morceau de pierre a ricoché entre les 2 édifices, a donc fait un trou dans le vitrail de la jeunesse. Cet après-midi déjà, c'était le temps des travaux. Toits fragilisés, vitres brisées, antennes de télé arrachées, les Parisiens n'ont pas chômé. Des dégâts plus graves aussi, qui heureusement n'ont pas eu de conséquences dramatiques, comme cette grue qui s'est effondrée à quelques mètres d'une maternelle dans le 13e arrondissement. Les loisirs des Parisiens s'en trouvent également affectés. Par exemple, le 22e festival du cirque est annulé. Et pour cause, la pelouse de Reuilly, où il devait avoir lieu, ressemble désormais à un champ de désolation. Les espaces verts de la capitale sont aussi sévèrement touchés, comme le jardin des plantes fermé jusqu'à la fin de la semaine, qui a connu des dégâts considérables. Il faudra peut-être compter 50, 60, un siècle avant que les végétaux ne puissent reprendre l'ampleur qu'ils avaient avant cette tempête. Dans les prochains jours, l'État, la ville de Paris et les monuments historiques vont se concerter. Il s'agira de mettre en place un plan d'urgence pour parer aux plus pressés.
Alors depuis ce matin, ce qui nous a frappé, mais ce qui vous frappe sans doute parmi toutes ces images que nous collectons et que nous vous présentons ce soir, ce sont les images de forêts abattues, d'immenses arbres déracinés. C'est en Lorraine notamment où on estime à 10 millions de mètres cubes de bois ceux qui auraient été détruits. Un seul exemple aussi en région parisienne, vous l'avez vu lors de la visite de M. Jospin, le parc du château de Versailles, 10 000 arbres arrachés, des zones entières déboisées. Outre Versailles, Fontainebleau, les arbres des bois de Vincennes et Boulogne sont à terre. Reportage Anne Guéry, Jean-François Chevet, Raymond Chaplard. Comme dans un jeu de domino, les arbres se sont abattus les uns sur les autres. La moitié du bois de Boulogne a été détruite en moins de 2 heures. Au total, 140 000 arbres déracinés à Vincennes et à Boulogne. La ville de Paris estime qu'il faudra 3 ans pour tout nettoyer et il faudra sans doute encore plus de temps pour tout reboiser. Si la nature avait été plus clémente, cet arbre-là aurait pu vivre près de 1000 ans. Il est tombé en forêt de Fontainebleau dans sa 100e année. Pour les agents des eaux et forêts, ce n'est pas une surprise. Le sol était si humide que même les plus robustes ne pouvaient résister. Bon, tout ce qui est feuillu, les arbres sont renversés, relativement peu endommagés, oui. Mais les parties résineuses sont cassées et vrillées quand même. Ils ont déjà fait leur compte. En Île-de-France, le vent a renversé 1 million d'arbres. Ça représente probablement 1/10 des arbres. Il y a des bois qui ont été abattus alors qu'ils n'étaient pas à maturité. Il y a certainement pour plus de 100 millions de pertes dans les forêts. Dès ce matin, forestiers et bûcherons se sont déployés aux abords des forêts afin d'assurer la sécurité des automobilistes sans interrompre la circulation. On a commencé d'abord à débarrasser ce qui gênait. Bon, et après, on a fait les arbres qui étaient penchés, qui tombaient, qui étaient dangereux pour la circulation. Même urgence en Lorraine, rendre praticables toutes les routes forestières. À Nancy, l'ONF n'hésite pas à parler de catastrophe écologique, car certains massifs forestiers sont anéantis à 50%. En province comme en Île-de-France, ce soir, les professionnels demandent aux promeneurs d'éviter bois, parcs et forêts, car d'autres arbres menacent encore de tomber. Oui, le château de Versailles doit rouvrir ses portes demain, mais le parc restera bien sûr interdit. Les premiers constats faits par les habitants sinistrés de milliers de communes françaises, il faut maintenant songer à réparer et à obtenir si possible des dédommagements. Il n'y a pas besoin d'arrêter de catastrophes naturelles, comme le rappellent Alain Doubesky et Pierre Moscovitch. Tous les propriétaires ayant souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation sont garantis contre la tempête depuis près de 10 ans. Cette catastrophe entre dans ce cas de figure. Dès l'instant que vous avez un contrat multirisque habitation, vous avez une garantie tempête. Ça existe dans tous les contrats depuis 1990. Dès l'instant que donc vous avez ce contrat, vous serez indemnisé pour les dégâts dus à la tempête, toiture arrachée, volets abîmés, façade abîmée. En effet, la garantie tempête assure les dégâts causés aux constructions dures, toitures, murs, mais pas par exemple aux arbres, jardins ou constructions en tôle. Elle couvre les dommages provoqués par la pluie à l'intérieur des logements. Un arrêté de catastrophe naturelle pris par le gouvernement ne servirait à étendre les garanties qu'aux situations d'inondation et pour l'instant, c'est le vent qui est accusé. Donc, les 20% d'automobilistes qui ne sont pas assurés tout risque ne seraient pas plus remboursés. De même pour les dommages corporels. Seuls seront indemnisés les victimes ou leurs ayants droit possédant une assurance individuelle accident ou décès. La déclaration doit être faite dans les 5 jours suivant le sinistre. Il est possible d'obtenir des informations complémentaires en appelant le numéro vert 0800 42 38 62 entre 9h et 17h. 0800 48 32 62 et puis bien sûr l'adresse internet de France 2 si vous voulez retrouver ces numéros de téléphone. Alors bien sûr se poser la question sur la force des vents ne changera guère la physionomie des paysages désormais détruits. Il n'empêche, les questions viennent sur les prévisions de Météo France, sur le mélange d'ouragans ou de tornades constatés de l'ouest à l'est de la France. Enquête sur un phénomène météorologique complexe avec Agnès Monteux, Laetitia Legendre et Christophe Larocque. Une tempête d'une telle violence sur une distance aussi grande. En France, les météorologues n'avaient encore jamais vu ça. Ce qui frappe le plus les scientifiques, c'est que la force des vents n'a pas diminué en s'enfonçant à l'intérieur des terres, bien au contraire. À 4 heures du matin hier, des rafales de 184 km/h frappent l'île d'Ouessant, 180 km/h dans le Calvados, 173 km/h à Orly en Île-de-France et 144 km/h à Strasbourg. Mais plus à l'est, les vents deviennent encore plus violents. 200 km/h en Suisse et 213 km/h dans la Forêt-Noire en Allemagne. Cette dépression très creuse s'est déplacée rapidement. Elle s'apparente à un cyclone.
Ce n'est pas un cyclone tropical, on est loin des tropiques, mais c'est un cyclone dans le sens que la circulation générale des vents, c'est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Météo France avait été très précis sur la trajectoire de ce cyclone, mais impossible de prévoir les mini-tourbillons à l'intérieur même de la dépression qui ont localement accentué l'effet tempête. Nous avions sous-estimé la force des vents, un peu sous-estimé la force des vents. Eh bien, ça s'explique en effet par ces phénomènes locaux qui naissent et qui disparaissent dans une période de temps extrêmement réduite. Pour comprendre ces mini-tourbillons, il faut remonter à 8000 mètres d'altitude jusque dans la tropopause. Là, des vents violents de 400 km/h se seraient rabattus sur le sol, un phénomène très rare qui expliquerait l'intensité de cette tempête en pleine terre. Alors nous allons maintenant avec vous, Isabelle Martinet, compléter cette actualité. Il est environ 20h25. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer? On évoquait tout à l'heure une nouvelle tempête de Vendée, Gironde, Charente-Maritime. Tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est que Météo France reste complètement sur ses gardes, car même si nous sommes à la saison du mauvais temps, c'est-à-dire à la période où les dépressions se succèdent, nous avons atteint un record sur le cumul de phénomènes dangereux en un laps de temps aussi court. C'est la première fois que l'on voit ça depuis que les mesures de Météo France existent, c'est-à-dire depuis 50 ans. Alors cette nouvelle tempête devait à l'origine nous aborder par les côtes de l'Aquitaine, et puis en fait cette dépression aussi dangereuse, aussi virulente, s'est organisée un peu plus au nord. Actuellement, elle est sur le sud de la Bretagne. Ouais. Au niveau de la trajectoire, on pense que le centre dépressionnaire va traverser le centre et la Franche-Comté. Et puis, bien sûr, de part et d'autre de ce centre, pour ne pas dire l'œil du cyclone, pour n'affoler personne, mais on a un centre dépressionnaire. Et de part et d'autre, donc, des masses nuageuses extrêmement importantes qui vont affecter pratiquement l'ensemble du territoire, avec au nord de la Loire des chutes de neige plutôt faibles, 1 centimètre en moyenne hors des villes. Et puis sur le sud, la tempête, c'est-à-dire de très fortes pluies et des vents encore extrêmement violents, 100 à 130 km à l'heure. Pourquoi pas des pointes à 150, que ce soit sur les hauteurs ou en bordure des côtes de l'Atlantique. Oui. Et puis en fin de nuit, donc cette tempête devrait s'évacuer par la Méditerranée. Alors il y avait déjà de la neige, je crois, en Bretagne, en Normandie ce soir. Il y en aura un peu pendant toute la nuit. Ça va progresser, oui, sur le nord de la trajectoire à cause de l'air froid qui est très présent. En revanche, sur le sud, si la neige ne sera pas là, la pluie, en revanche, devrait être extrêmement soutenue. Alors Nathalie Riouet refera un point sur la météo juste après cette édition. Pour l'instant, on va retrouver Christophe de Valambral. Christophe, vous êtes entre Niort et La Rochelle, sur la route. Est-ce que vous êtes d'abord un peu à l'abri? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous ressentez cette tempête qui est en train de sévir? Eh bien, écoutez Claude, vous imaginez bien que l'accès à La Rochelle, comme à toute la côte atlantique, est particulièrement difficile. Les rafales sont véritablement démentielles. Sur l'autoroute, nous sommes obligés de rouler à moins de 60 km/h pour essayer de contrôler un tant soit peu les embardées de la voiture. Et puis il y a quelques minutes, nous avons vu un panneau indicateur lumineux grésiller quelques secondes, puis s'éteindre, plus de courant. En Charente-Maritime, 60 000 foyers sont déjà privés d'électricité. Et ça vaut également pour les ingénieurs Météo France de La Rochelle. On les avait au téléphone tout à l'heure, ils nous expliquaient que avant que leurs instruments ne tombent en panne, ne s'éteignent, ils ont enregistré des pointes à près de 160 km/h, peut-être 165 maintenant. La Rochelle est un champ de bataille, indique la mairie. La verrière de la gare a été soufflée, le toit du musée maritime s'est envolé. Dans le port de commerce, 2 cargos ont rompu leurs amarres tout à l'heure. On tente actuellement de les contrôler. Le port des Minimes, lui, est sans dessus-dessous. Et les premiers blessés, malheureusement, arrivent à l'hôpital de La Rochelle. On déplore déjà un décès en Charente-Maritime. Alors partout sur la côte, la consigne est donc claire et formelle. Restez cloîtrés à l'abri chez vous. Merci Christophe. On vient d'avoir un appel téléphonique de La Rochelle qui vient de nous préciser un bilan encore plus fort que ce que venait de nous dire Christophe, qu'il y aurait déjà 5 victimes à La Rochelle et dans cette région particulièrement atteinte par cette nouvelle tempête dont nous parlait Isabelle Martinet, nouvelle tempête qui touche également la Gironde. Il n'y a plus de circulation de train. Alors la France est loin d'être le seul pays européen touché par le mauvais temps. Il y aurait plus de 80 morts dans toute l'Europe et les inondations en Belgique sont catastrophiques. L'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Allemagne subissent également les effets tragiques de cette tempête de fin d'année. Commentaire Pierre-Emmanuel Luneau avec Patrick Desmully. Après la France, l'Allemagne est pour l'instant le pays le plus durement touché. Au moins 16 personnes ont trouvé la mort et plus d'une centaine a été blessée. Le vent a soufflé ici à plus de 200 km/h. Dans l'ouest et le sud du pays, une trentaine de voies ferrées, de nombreuses autoroutes ont été fermées alors que les travaux de déblaiement commencent à peine. Pour les Allemands, la facture approche d'ores et déjà le milliard de francs. La Suisse paie elle aussi un lourd tribut. 11 personnes ont été tuées, des centaines d'habitations sont touchées, ainsi que plusieurs voies ferrées.
Les vents se sont engouffrés dans les vallées alpines à plus de 190 km/h. Mais ce soir, c'est vers le sommet des montagnes que se tournent les regards. Les risques d'avalanche ont été démultipliés par la tempête. La mer n'est pas en reste de ce déchaînement naturel. En Grande-Bretagne, 8 personnes ont trouvé la mort, dont plusieurs marins. Car l'eau semble désormais la nouvelle menace pour le nord de l'Europe, comme ici en Belgique. Il n'y a pour l'instant pas de victimes, mais là encore, les liaisons routières et ferroviaires sont fortement endommagées et dans le sud du pays, 30 000 personnes sont toujours privées d'eau potable. En Belgique, comme dans toute l'Europe ce soir, on commence à peine à mesurer l'étendue du désastre. Voilà pour ces désastres causés par la tempête en Europe. C'est 40 morts en France, c'est 80 morts en Europe. Tout cela est évidemment dramatique. Mais cet après-midi, une dépêche de l'agence France-Presse évoquait les inondations et glissements de terrain au Venezuela. Bilan, au moins 30 000 morts et 400 000 sans-abri. Alors deuxième catastrophe en parallèle de la tempête, celle-ci accroissant les effets de la seconde, la marée noire. Et depuis midi, une nouvelle nappe de fioul échappée du pétrolier Erika, longue de 10 km de long, dérive au large du littoral atlantique. Commentaire Patrick Fandiou. Après 4 jours de silence, le préfet maritime de l'Atlantique a repris ses points de presse. Une intervention laconique ce soir pour dire qu'il ne sait rien, qu'il ignore tout des chiffres sur l'ampleur de la seconde vague de fioul qui s'échappe de l'Erika. Alors là, je ne les connais même pas. Alors là, je ne sais même pas d'où ça sort. Alors là, je ne sais certainement pas les valider, je ne sais pas d'où ça sort. Ce sont les sources qui émanent de vos services. C'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Dites-moi lesquelles. Dites-moi lesquelles, je serais intéressé, j'irai voir. Mais moi, je ne sais pas. Par 3 fois dans la journée, les avions de la marine ont pourtant survolé la zone où l'Erika a sombré. Des photos de cette nouvelle nappe ont été prises, des images aussi. Mais il faudra attendre demain pour les voir. La préfecture affirme ne pas pouvoir les montrer dès ce soir. Les autorités maritimes ne veulent même plus confirmer que cette nappe s'étend bien sur 10 km de long et 400 mètres de large. C'était pourtant les chiffres communiqués officiellement en début d'après-midi. La nappe s'échappe de la partie arrière de l'Erika, celle qui a coulé avec dans ses soutes 20 000 tonnes de fioul lourd. C'est 2 fois plus que l'actuelle marée noire. Les experts de Total se disent surpris. D'après leurs calculs, en se couchant par 120 mètres de fond, le tronçon arrière de l'Erika n'aurait pas dû être une menace. Le fioul aurait dû être gelé par des températures très basses. Dès que les conditions météo le permettront, des prélèvements seront faits pour s'assurer que le fioul provient bien des cuves et qu'il ne s'agit pas seulement du fioul de propulsion du navire. On attend tous avec impatience qu'il y ait des caméras sous-marines qui aillent prendre des vues des 2 morceaux de l'épave, voir comment on peut intervenir en sécurité et le plus tôt possible. Pour l'instant, pas question de faire descendre un robot sous-marin télécommandé pour explorer l'épave. Impossible d'envisager le pompage de ces nappes. La préfecture maritime s'en remet à la météo. Il faut 5 jours consécutifs de beau temps pour tenter l'opération. Alors sur la côte sauvage du Croisic, en Loire-Atlantique, à coup de râteau de pelle, là aussi les tentatives de dépollution des sables et des rochers semblent bien dérisoires face à l'étendue de la pollution par le fioul. Les mauvaises conditions météo nous empêchent de recevoir le reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Yasmina Farber et Philippe Turpot. Désolé. Dans ce même département de Loire-Atlantique, M. Desmarais, le président du groupe pétrolier Total Fina, celui qui fait un peu figure d'accusé numéro 1, était aujourd'hui en déplacement. Au départ, c'était une visite de travail. M. Desmarais fut donc le témoin toute cette journée de la marée noire. Plusieurs militants de l'organisation écologique Greenpeace en profitaient pendant ce temps-là à Paris pour manifester devant la tour Total de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Projection de mazout et de sable pour protester contre la pollution marine de Total. Il faut savoir que 17 communes de Loire-Atlantique sont polluées et partout les bénévoles s'activent. On constate un manque de matériel pour nettoyer les plages. C'est un véritable bordel, disait ce matin le maire de Noirmoutier en Vendée. Noirmoutier où les pêcheurs craignent le pire. Reportage de nos envoyés spéciaux Hélène Vergne et Bruno Livertou. À quai depuis presque une semaine, les pêcheurs de Noirmoutier sont aujourd'hui désabusés. Comme Lionel Raymond, petit patron pêcheur, plus de 500 foyers tirent leurs ressources de la mer. Hier la marée noire, aujourd'hui la tempête. Leur saison s'annonce désastreuse. Économiquement, mais pour l'instant c'est des journées de perdues, quoi. C'est nos meilleures campagnes là, en ce moment qui fichent le camp. C'est là qu'on fait le plus de chiffres en bénéfice. Il n'y a rien à faire, de toute façon il n'y a plus qu'à subir. Les pêcheurs tentent de s'organiser, espèrent toucher des indemnisations. Sur les plages de Noirmoutier souillées par le pétrole, la mobilisation est forte. 500 professionnels répartis dans 14 chantiers de dépollution. Pour autant, les bénévoles, les secouristes
sont écœurés, dépassés par l'ampleur des dégâts. Ce matin, oui, quand j'ai promené mes chiennes sur la plage et que j'ai vu que c'était mazouté, je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Tout simplement. Tellement j'ai été écœurée. Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer un tel gâchis. Tous n'ont qu'une idée en tête. Totalfina doit payer, responsable à leurs yeux, de cette catastrophe écologique. 30 km du littoral vendéen sont ce soir souillés par le pétrole et l'on s'attend demain, encore plus au sud, au Sable d'Olonne, à l'arrivée de nouvelles nappes de mazout. Nous essuyons ici une véritable tempête et ces conditions météorologiques rendent chaque jour plus difficile le travail des secouristes. Voilà, le président de Totalfina, M. Desmarets, est aujourd'hui à Noirmoutier. Il a déclaré, au-delà des indemnisations, nous prendrons en plus en charge tout ce qu'il peut y avoir comme restauration des équilibres écologiques du littoral. Alors, nous évoquions tout à l'heure la destruction des forêts, mais dans ce chapitre marée noire, ce qui choque, comme ce fut le cas notamment lors de la pollution de la Moco Cadiz ou de celle du Tagno, ce sont ces oiseaux mazoutés, victimes par milliers du naufrage du pétrolier Erika. Certains oiseaux seront transférés à l'étranger pour être éventuellement soignés et sauvés. Commentaire Gilles Marinet. Du sud de la Bretagne à la Loire-Atlantique, c'est la même désolation. Des cormorans, des mouettes, guillemots, goélands et d'autres espèces encore échouées en masse sur le rivage. 12 000 oiseaux déjà mazoutés par le fioul échappé des cales de l'Erika. Pour beaucoup, il n'y a plus rien à faire. Les autres sont dirigés vers des centres, comme ici à Nantes, où des volontaires s'efforcent de sauver ceux qui peuvent l'être. On a des oiseaux qui sont complètement souillés par un mazout très dense, très lourd, très gras, qui est pas facile à enlever, qui a une odeur absolument horrible. Des oiseaux qui ont dérivé au large 3, 4, voire 5 jours et qui ont eu le temps de s'empoisonner en essayant de nettoyer leur plumage. Des oiseaux pris au piège d'une pollution immense. En dérivant longuement, les nappes de fioul ont balayé une vaste zone d'hivernage. Chose que n'avaient pas fait les dizaines de milliers de tonnes échappées en 1978 d'un autre pétrolier, la Moco Cadiz, échoué lui plus près des côtes. Selon les spécialistes, le tribut payé par les oiseaux marins sera cette fois beaucoup plus lourd. C'est par milliers qu'on devrait encore les recueillir. Alain Mogadebourg, bonsoir. Bonsoir. Confirmez effectivement ce pronostic, cette prévision catastrophique. Oui, par analogie, il faut se rappeler que la Moco Cadiz, c'était environ 5 à 6 000 oiseaux en 3 mois. Aujourd'hui, en 3-4 jours, on est déjà à 12 000, 15 000 oiseaux. Alors vous étiez sur place, il y a évidemment les militants de la LPO, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont stupéfaits, un peu écœurés, non ? Les gens qui soient de la LPO ou bénévoles et qui viennent nous donner un coup de main pour sauver les oiseaux sont écorchés, sont écœurés, sont usés de fatigue. Il faut imaginer ce que c'est que de parcourir les plages pendant 8 heures, dans le vent, dans le froid, dans la tempête, et de retrouver beaucoup de cadavres, et puis de dire qu'est-ce qu'on fait. Alors nous, on essaie de coordonner tout ça au mieux. Je dois souligner à cet égard que le ministère de l'Environnement et singulièrement la direction de la protection de la nature et les DIREN sont en phase avec nous depuis les premières heures, depuis le 12 décembre. Simplement, la nature est trop puissante, elle est très fragile à la fois. Elle est comme l'homme. L'homme est puissant, il est fragile, on s'en rend compte en cette fin de siècle. Alors maintenant, il faut qu'on agisse. Alors pour agir, on a besoin de poissons pour nourrir les oiseaux, on a besoin de chauffage, on a besoin de congélateurs, on a besoin de véhicules pour transporter les oiseaux. Il nous faut de l'argent pour être clair. Donc on a besoin d'argent. Mais en fait, je voyais les images, là, ça sert à quoi de les brosser, de les nettoyer? Parce que espérance de vie extrêmement réduite pour la plupart de ces oiseaux. J'ai envie de dire qu'en conditions normales, quand il y a un dégazage, on arrive à sauver 50% des oiseaux. Là, si on en sauve 15%, ça sera formidable. Vous me dites à quoi ça sert? Nous, à la Ligue pour la protection des oiseaux, on se bat pour la vie. Et je voudrais dire à ce propos qu'on est complètement solidaires des marins-pêcheurs, des ostréiculteurs, de tous les acteurs du littoral avec lesquels on travaille en permanence le reste du temps, notamment à travers nos réserves, y compris avec les chasseurs. L'Office national de la chasse nous a amené 1000 oiseaux cet après-midi. On se bat pour faire reculer la mort. Oui, ça sert à ça, c'est peut-être dérisoire. Je regrette d'être obligé de tenir ces propos à l'égard des oiseaux alors que les humains sont affectés, mais bon, on se bat en cette fin de siècle pour que la vie dure. Je sais pas comment vous dire les choses. C'est un peu un éternel recommencement, Alain. C'est pas la première fois que vous intervenez pour une pollution. Donc il y a celle-ci, puis il y en aura une autre. On a besoin de tirer pas les leçons, non? Non, d'abord on en tire les leçons et il y a peut-être beaucoup de pollution évitée. Ensuite de ça, je voudrais dire que s'il y a des indemnités, notamment FIPOL, les indemnités FIPOL portent sur les activités humaines. Et avec Dominique Voynet, on est en train de mettre au
point, un plan qui va peut-être sourire dans son appellation, ça sera Paul Piaf. C'est-à-dire qu'on ne met pas en cause dans ces analyses la diversité biologique, que ce soit les poissons des pêcheurs, les oiseaux des amoureux de la nature, tout ça n'est pas pris en compte. Il faudra que ça le soit dans l'avenir et on va vraisemblablement créer des centres d'accueil sur l'arc atlantique qui, si jamais ça se reproduisait, nous permettront, je l'espère, d'agir plus efficacement. Merci beaucoup. Voilà pour cette deuxième lourde actualité de catastrophe écologique, à savoir la marée noire. En Côte d'Ivoire, le couvre-feu instauré depuis 3 jours à Abidjan a été levé. C'est donc une sorte de retour à la normale, tandis que le président déchu, Henri Konan Bédié, cherche en vain au Togo, puis au Nigeria, des appuis. Commentaire de nos correspondants permanents à Abidjan, Éric Monnier et Roger Motte. C'est la première image d'Henri Konan Bédié depuis sa destitution. À son arrivée à Lomé hier soir, il a encore droit à l'accueil du président togolais Yadema et à des honneurs d'homme d'État. Mais voilà bien un président déchu et en fuite qui n'a dû son salut qu'à une médiation diplomatique française et au bon vouloir du nouveau pouvoir militaire en Côte d'Ivoire. Un départ accueilli comme un soulagement à Abidjan, une capitale économique où chacun vaquait à ses occupations ce matin, où l'on pouvait se ravitailler dans les boutiques et les supermarchés fermés ces 3 derniers jours. Et pourquoi pas essayer de rattraper le temps perdu en songeant au cadeau de Noël. À la une des journaux, une belle unanimité pour célébrer ce curieux réveillon où s'est tourné à la surprise générale et sans effusion de sang, une page de l'histoire du pays. Un dénouement que tous attribuent à un homme, le général Gueye, le nouveau chef de l'État. Ce matin, au quartier général de l'état-major, il réunissait l'ensemble des personnalités politiques ivoiriennes, des représentants de l'ancien parti au pouvoir, celui d'Henri Konan Bédié, aux opposants Laurent Gbagbo et Henriette Diabaté, tout juste libérés de prison par les militaires. Le général Gueye s'est publiquement engagé à nettoyer la maison ivoirienne, à mettre fin à une corruption généralisée qui a coûté le pouvoir à son prédécesseur. Nous étions devenus à un moment donné des pilleurs du denier public, des rongeurs des fonds de l'État, au détriment du peuple ivoirien qui est toujours en souffrance. Il paraît indiqué que je vous demande de nous proposer ce qui nous aideront à remettre le train de l'intégrité sur les rails. Le général a donné 48 heures aux politiques de tous bords pour l'aider à former un gouvernement. Puis à terme, il s'effacera après une élection au cours de laquelle, a-t-il souhaité, le meilleur gagnera. En Afghanistan, à Kandahar, les négociations sont toujours en cours avec les pirates de l'air qui retiennent dans cet avion Airbus d'Air India 160 personnes en otage. Pour l'instant, pas d'évolution de cette situation qui a commencé peu après le décollage de l'avion samedi à Katmandou. Enfin, de la musique dans la tempête, la distraction viendra peut-être maintenant d'un groupe de rap qui est appelé Cyan Super Crew. 6 garçons de la banlieue parisienne, ouverts à tous les styles. Ça va nous changer, mais ils sont peut-être les successeurs d'IAM et NTM. Pierre-Emmanuel Luneau nous les présente. Merry Christmas! Joyeux Noël! I wish you a Merry Christmas. Ce n'est pas exactement ce qu'on peut attendre de la part d'un groupe de rap classique. Mais avec le Cyan Super Crew, il faut vraiment s'attendre à tout. Pas de complexe, pas de stress, voilà donc à quoi ressemble cette nouvelle génération du rap français. La première à être née en même temps que ce style musical. Allô? 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 Ici c'est Cyan Super Crew. Ouais, voilà. Là c'est Slide de Mike Bouddha, là c'est Phoenixy. On est là tranquille et tout. Ouais. C'est pour le truc de France 2, bah c'est pas grave, peut-être ça sera jamais montré, mais bon, c'est pour nous, entre nous. Et c'est sur ce terrain de basket parisien que les 6 membres du groupe se sont rencontrés après les séances d'enregistrement du début, il y a 2 ans. Chacun arrivé avec ses goûts musicaux, reggae et rap, funk et rhythm and blues. Blabla, blabla, blabla. Et c'est comme ça que Cyan Super Crew est né. De toute façon, ouais, c'est ça tout l'intérêt justement du Cyan Super Crew. C'est-à-dire qu'en général, on voit des collectifs qui vont tous dans la même lignée comme musicale. Tandis que nous, du tout, il y a 6 personnes qui vont dans une ligne musicale différente, tout en restant dans ce qu'on appelle le hip-hop au sens large. Non, qu'est-ce qu'on t'a dit? Arrête toi aussi, t'as les pupilles. Tout le monde. Si leur musique est rafraîchissante, leurs textes le sont aussi. Il est rare d'entendre des rappeurs aujourd'hui parler de machisme ou même de racisme anti-blanc. Il n'y a pas que le racisme anti-blanc.
Il y a le racisme anti-arabe du noir, il y a le racisme anti-noir de l'arabe, il y a le racisme anti-noir du noir lui-même. Il y a plein de formes de racisme, donc pourquoi ne pas les dénoncer? Ouais, le racisme, c'est le racisme. Ça existe, le racisme est partout. C'est le Saiyan. Oui, 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 yeah. Angela, moi qui femme tu as, pendant papa pala. Angela. Et pour se battre contre la bêtise humaine, le Saiyan Supakru a choisi ses armes, l'humour, la tolérance et surtout la bonne musique. Je vais te casser en 2 morceaux. Saiyan Supakru. Voilà, avant de refermer ce journal, nous allons revenir sur cette tempête qui sévit actuellement. C'est une sorte de deuxième tempête qui sévit actuellement au large sur les côtes du littoral vendéen, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Il y a déjà plus de 70 000 foyers privés d'électricité en Charente-Maritime. La verrière de la gare de La Rochelle a volé en éclats. Il y aurait déjà 5 victimes, 5 morts à La Rochelle. Voilà pour la Charente-Maritime. Il est recommandé de rester chez soi, surtout de ne pas chercher à réparer quoi que ce soit, surtout de ne pas circuler. Restez chez vous, les vents seraient plus de 150 km/h. En Gironde, pas de circulation des trains. Et là aussi, beaucoup de foyers privés d'électricité, annonce EDF. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, notamment avec la tempête dans le Gers, dans le Lot-et-Garonne, dans toute cette région du sud-ouest. Il n'y a pas beaucoup de foyers qui ont encore l'électricité, notamment en Pays Basque. Alors attention pour toute cette soirée. Tout à l'heure, nous évoquions les risques d'une nouvelle tempête très grave. Cette tempête va sévir jusque dans le cœur de la France et devrait atteindre l'Est à partir de demain seulement. Donc encore beaucoup de danger pour cette tempête. Voilà pour actuellement, depuis quelques heures. Quant aux dégâts qui ont été causés par la première vague de tempête dimanche matin, eh bien, on les constate petit à petit, non seulement dans plusieurs villes de province, c'est en Normandie, c'est en Seine-Maritime, avec beaucoup d'inondations. Ce sont aussi des forêts, des milliers d'arbres, des dizaines de milliers d'arbres ont été abattus, que ce soit notamment dans le parc de Versailles, mais aussi en Lorraine, dans d'autres sites de la région parisienne. Vous voyez ces images de forêts dévastées par la tempête. La circulation des trains, des avions et sur les autoroutes est en passe d'être complètement rétablie, mais c'est encore très lent. L'autoroute A13 dans le sens vers Paris n'est toujours pas rétablie. L'alerte qui avait été levée pour tout ce qui est la région des Vosges pourrait être arrêtée, puisque ça va un petit peu mieux, mais là encore prudence. On voit ici les dégâts dans toute cette région des Vosges où les forêts sont très atteintes. Quant à la marée noire, c'est le deuxième désastre écologique. Eh bien, on continue de nettoyer les plages, mais c'est très difficile. Ce soir à Noirmoutier, on a demandé aux bénévoles de rentrer chez eux en raison de la nouvelle tempête. Il faut agir avec des seaux, des pelles. On manque de moyens, nous a dit Alain Legrain-Dubourg. Le nettoyage des oiseaux se fait, mais la catastrophe sera infiniment plus importante que lors de la Moco-Cadiz. Attention au risque de pollution par une nouvelle nappe qui s'échapperait du pétrolier Erika. 10 km de long, 400 mètres de large de cette nouvelle nappe qui s'échappe du pétrolier actuellement au large du sud Finistère. C'est donc un désastre écologique. Demain, le Premier ministre sera sur place. Nous allons refaire un nouveau point météo dans quelques instants, juste après ce générique avec Nathalie Riouet, qui est 20h55, détente avec un spécial La vie à l'endroit présenté par Mireille Dumas. 0h52, Laurence Ostolazar reviendra avec la rédaction de France 2 sur toutes ces catastrophes et l'état de la tempête. Demain à 7h50 dans la 4 vérités, François Laborde recevra Leïla Chaïd, la déléguée générale de Palestine en France. Et à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir, merci.